Louis Plenel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous. Merci. Ah, voilà. Merci à toutes et tous d'être venus si nombreux. Donc, vous êtes journaliste, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont Pour les musulmans, Dire non, Dire nous. Et Mediapart sort un nouveau livre qui s'appelle Sonnons l'alarme sur le bilan de la présidence qui s'achève. Mais si vous êtes là ce soir, donc c'est pour parler de votre dernier ouvrage intitulé Voyage en terre d'espoir, dans lequel vous redonnez vie à celles et ceux qui ont combattu et qui ont été oubliés par l'histoire officielle, celles et ceux qui ont combattu pour nos droits, dont nous jouissons encore aujourd'hui, mais jusqu'à quand. Et ce livre, c'est avant tout un hommage que vous rendez à Jean Métron, qui est créateur en 1964 du dictionnaire biographie du mouvement ouvrier, qui deviendra dictionnaire biographie du mouvement ouvrier social. Donc là, et c'est le premier qui compte plus de 160 000 biographies. Donc ma première question est très simple, elle concerne Jean Métron. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le combat, dans l'engagement et dans le travail de cet homme qui est relativement assez inconnu encore en France? Bien. D'abord, je suis très touché de parler de ce livre ici à Perpignan, en Catalogne, parce que pour ceux qui l'ont regardé, vous verrez que ce livre, qui est un voyage dans un continent, le continent de tous les combattants de l'égalité, n'est pas que simplement des mots écrits, il s'est traduit aussi par un chemin dans la réalité. J'ai terminé ce livre, et des amis de Céré sont là pour en témoigner. Je l'ai terminé physiquement en traversant les Pyrénées à partir de Banyuls pour aller à Portbou, sur ce chemin de randonnée qu'on appelle maintenant le chemin Walter Benjamin, et qui est en fait avant un chemin de contrebandier, par lequel, et c'est la dernière des biographies que l'on trouve à la fin de ce livre, une anti-nazie allemande vivant ici en France, avec l'aide de la population locale, des élus locaux, a organisé l'une des voies de passage pour les persécuter à travers les Pyrénées. Elle s'appelait Lisa Fitko. Donc voilà, s'il y avait une ville où je devais venir pour parler de ce livre, c'est ici. Vous verrez que sur Internet, les éditions de l'Atelier, si vous faites Voyage en terre d'espoir, ils ont fait un petit site où il y a toutes les initiatives, les vidéos, les débats qui ont eu lieu. Et il y a géographiquement, à partir des biographies, on peut se balader par le numérique et retrouver le goût de cette promenade. Alors j'en viens à votre question. En fait, tout parle d'un livre que j'ai publié il y a 15 ans de cela, en 2001, qui s'appelle Secret de jeunesse. C'est un livre, le seul livre un peu autobiographique que j'ai publié, où je reviens sur mon chemin, mes engagements de jeunesse et comment j'ai gardé une fidélité à cette histoire que j'ai essayé de transmettre. Et dans ce livre, à un moment, je dis que j'ai une tendresse pour une œuvre collective qui est normalement dans les universités, dans les bibliothèques pour les étudiants, pour les chercheurs, qui est ce dictionnaire que l'on appelle le Métron, du nom de son fondateur, Jean Métron, et que j'aime m'y promener. Et j'aime m'y promener parce que ce n'est pas l'histoire des grands hommes, essentiellement des grands hommes comme toujours, hein. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, les femmes sont oubliées, y compris parfois dans ce monde-là. Mais ce qui me plaît dans cette aventure, que je vais résumer, c'est qu'il y a les obscurs, les sans-grades, tous ceux sur les épaules desquels les grands personnages parfois se dressent. Tous ceux qui font qu'ici, nous pouvons débattre de ces mots de liberté, d'égalité, de république, démocratique, sociale. Alors, j'avais dit ça, et du coup, les gens qui font le Métron, c'est... Je vais revenir sur Jean Métron, mais au total, c'est 1500 historiens, y compris des historiens locaux, et je crois peut-être qu'il y en a ici qui ont collaboré au Métron. Et puis, pour faire quoi? Pour faire l'histoire de millions de vies, même s'il y a près de 170 000 notices derrière, c'est les luttes depuis 1789, les luttes de l'égalité. Depuis 1789, c'est aujourd'hui près de 80 volumes, plus tout ça est en ligne, et
du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ayant dit ma complicité et ma tendresse, les éditions de l'Atelier, ancienne édition ouvrière, Claude Pentier, qui est l'historien qui a succédé à Jean Métron, ils sont venus me voir en me disant, voilà, on termine un cycle. De la lettre A 1789, on publie le dernier tome de la lettre Z 1968. Donc, de 1789 à 1968. Et on voudrait montrer que ce n'est pas fait que pour les universitaires, les chercheurs, c'est pour tout le monde. Et pour retrouver confiance, retrouver courage, en voyant qu'il y a toutes sortes de gens qui ont lutté, ont combattu sans avoir de garantie de succès, de carrière, de réussite, et ne pas être nous-mêmes saisis par la déploration, par le renoncement, quand on voit toutes ces vies-là. Alors ils ont été malins, ils sont venus me voir et me disent, on va faire une sélection de notices pour montrer, donner un aperçu du Métron, puis vous allez faire une introduction. Ah, j'ai dit, oui, c'est pas mal, pourquoi pas, puis je peux pas me défiler, c'est une bonne action. Et puis je dis, ah, ça pourrait s'appeler Voyage en terre d'espoir. Ah, très bonne idée, dit l'éditeur Bernard Stéphan. Et puis du coup, ils reviennent, ils me disent, on a réfléchi, faudrait que vous fassiez vous-même la sélection. Et du coup, cette histoire m'a débordé, ça devait être simplement une préface, et en fait, j'ai fait ça cet été, au mois d'août. Et j'ai d'abord fait, il y a 2 livres, si vous voulez. Il y a un livre qui est la présentation de qu'est-ce que c'est que le Métron, quelle histoire pratique-t-il, quelle histoire raconte-t-il, et ça pose, dans mon idée, plein de questions pour aujourd'hui, pour nous sortir un peu de ce sentiment d'impuissance. Et puis après, il y a, vous pourriez en faire 1000 autres, hein, il y a un voyage très concret où on cite des notices, de notice en notice, en partant de lieux, et je pars de Mediapart, de là, on en reviendra parce que ça explique la couverture, on y reviendra, de Mediapart, de là où nous travaillons, et puis je termine par ce chemin. Alors Jean Métron était avant d'être historien, c'est surtout d'abord un enseignant, un instituteur, il a même fait, je le rappelle, des petits manuels de dictée et de rédaction. Bon, c'était un combattant de l'école laïque, de l'école publique, de l'école pour tous, qui a accompagné les engagements de l'entre-deux-guerres contre le fascisme, qui a été un temps militant communiste, qui en même temps, étant militant communiste, avait assez de connaissances et de lucidité pour voir l'envers, c'est-à-dire le stalinisme, c'est-à-dire les mensonges qui étaient produits, et notamment au moment du pacte germano-soviétique, lui a ressenti ça comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Et en fait, tout en étant donc un enseignant à la base, il s'est pris de passion pour l'histoire comme métier, et du coup, il a fait son chemin d'historien, y compris universitaire. Et pour montrer un peu sa dissidence, il faut bien comprendre ce que ça signifiait à la fin des années 40, il a fait sa thèse sur l'anarchisme. C'est le premier grand historien de l'anarchisme et de référence, son histoire de l'anarchisme. Donc c'était une façon d'exhumer une époque où les courants de gauche dominants avaient relativisé, et vous le verrez avec le Métron, combien l'histoire libertaire, anarchiste, est au cœur de tout ce qui a été fondateur avant, je dirais, la fin de la Première Guerre mondiale, avant la Révolution russe. Ça a été vraiment le courant le plus créatif, le plus original. Et donc là, Métron, en 1955, a une idée qui, pour ceux qui connaissent un peu les débats des historiens, qui aujourd'hui est plus banale, mais à l'époque, c'était une audace immense. Enfin, en 1955, c'était encore soit l'histoire des grands hommes et des grandes dates, soit l'histoire des grands appareils. C'est-à-dire l'histoire plus originale de l'école des annales, c'était l'histoire économique, l'histoire sociale, des grandes problématiques. Et lui, tout d'un coup, réhabilite la biographie. Et l'idée de dire, on va s'occuper des obscurs et des sans grades. Tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont fait qu'il y a une réalité derrière le mouvement ouvrier. Et puis après, la pratique du Métron a fait qu'ils ont ajouté mouvement social, parce que ce n'était pas une vision sectaire de l'identité ouvrière, c'était le combat pour, au fond,
ceux qui sont opprimés, réprimés. Et donc il s'est lancé avec les éditions ouvrières, issues du catholicisme social, il s'est lancé dans cette aventure folle qui est de faire ce dictionnaire. C'est le plus grand dictionnaire biographique en langue française. Et il a fait école dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne, partir des vies. L'idée que, et c'est ce que je disais dans Secret de jeunesse, c'est que il faut sortir d'une histoire froide, d'une histoire un peu qui nous étouffe, qui tombe d'en haut, hein, d'une histoire lourde. Et cette histoire à hauteur d'humanité concrète est autrement proche de nous. Et c'est pour ça qu'elle nous parle et qu'elle, je le répète, pour moi, je me ressource. Elle nous redonne courage. Elle nous redonne la niaque, la pêche. En effet, ce livre, c'est un hommage à Jean Métron. Et c'est aussi, et je dirais surtout, un hommage à la pensée extrêmement féconde et révolutionnaire de Walter Benjamin, marxiste hérétique, qui s'est suicidé en 1940 à Bordeaux, pas très loin d'ici. Benjamin, dans ses thèses sur le concept d'histoire, invitait donc à brosser l'histoire à rebrousse-poil, c'est ce que vous faites dans ce livre-là. Il en appelle à la remémoration du passé, au souvenir de la lutte des vaincus. Et il prévient, dans sa thèse 6, il dit « À chaque époque, il faut tenter d'arracher de rechef la tradition des opprimés au conformisme qui veut s'emparer d'elle, avant d'ajouter que devant l'ennemi, même les morts ne seront pas en sécurité. » Et il y a une autre personne, un journaliste qui est dans votre livre, Pierre Leroux, que vous citez, et qui dit cette phrase qui est sublime, qui rentre clairement en résonance avec votre livre. Il dit « Non, la mort n'est pas égale pour tous. Il y a encore des riches et des pauvres dans son domaine. Je ne parle pas des sépultures de marbre, je parle de cette sépulture qu'on appelle la mémoire. Les dominateurs ont beau mourir, ils dominent encore dans la pensée des hommes. Ceux qu'ils ont foulés sous leurs pieds sont ensevelis, eux, dans l'oubli. » J'imagine que votre livre, c'est une manière de ressusciter cette mémoire que les puissants, les dominants, encore aujourd'hui, ont voulu enterrer à tout jamais. Oui, Pierre Leroux, il faut le préciser, hein, c'est l'inventeur du mot socialisme. Dans la décennie 1830, c'est le premier à avoir forgé ce mot à partir du surgissement au tout début de la question sociale. Alors, Walter Benjamin ou Benjamin, selon qu'on le prononce à l'allemande ou à la française, hein, qui donc a été l'un des premiers que Lisa Fitko a accompagné et qui, pensant qu'il allait être envoyé en France, a décidé de se tuer, probablement parce qu'en fait, il n'avait pas envie de quitter l'Europe. C'était la catastrophe, la barbarie dans la civilisation. Il en avait été celui qui sonnait le tocsin. Ses thèses sur le concept d'histoire sont son dernier texte en 1940. Et c'est un texte qui a de plus en plus été revisité par tous ceux qui réfléchissent à l'histoire des combats de l'émancipation. Car c'est un texte qui interpelle le fait que nous ne pouvons plus croire que l'histoire est écrite, hein, que l'histoire est un chemin tracé d'avance. Non, l'histoire ne fait rien. L'histoire, elle ne fait que nous attendre, qu'attendre le fait que nous soyons à son rendez-vous. Et donc, toute la philosophie de Walter Benjamin, c'est de nous amener à comprendre comment il faut d'abord accepter cette idée d'être au rendez-vous du présent, lequel est encombré de passé. Et que pour être en rendez-vous du présent, il faut convier en permanence, comme on convierait des fantômes amicaux, bienveillants, il faut convier en permanence l'actualité du passé. Cette réflexion est encore plus actuelle aujourd'hui. Le monde de la domination aujourd'hui a comme allié l'immédiateté. Il a comme allié l'oubli. Il a comme allié le zapping. Il a comme allié l'information en continu. Il a comme allié le fait que ce qu'on apprend aujourd'hui sera effacé demain et a déjà effacé hier, et ainsi de suite. Et donc, cette question de la profondeur de temps, des ruptures de temporalité, de l'actualité de ces vaincus est une question essentielle, est une question vitale. Et elle est d'autant plus essentielle que l'idée subversive qu'il y a derrière tout cela, c'est au fond que les vainqueurs n'ont rien à nous apprendre. Qu'est-ce que les vainqueurs peuvent nous transmettre? Les ruses du pouvoir, la façon dont ils se sont imposés, y compris les vainqueurs de notre camp parfois. Comment ils ont été de redoutables manœuvriers, de redoutables meneurs d'hommes. Comment ils ont étouffé les révolutions sur leur longue durée.
C'est la réflexion critique que peuvent avoir, par exemple, ça me vient comme ça, tous ceux qui sont en sympathie avec la révolution cubaine et son histoire. Et ça n'empêche pas d'être aussi lucide comment une révolution ne se ramène pas à un homme. Et qu'à force de se ramener à un homme, elle crée une société dépolitisée. Une société où la jeunesse n'a plus la possibilité, comme nous, d'apprendre de la politique par le pluralisme, par le débat, et d'être simplement dans la sacralisation de fidèles. Et donc, les grands hommes, qu'est-ce qu'ils nous transmettent? Ils nous transmettent, c'est intéressant, mais ils nous transmettent ce qu'il y a dans la tragédie antique. Ils nous transmettent ce qu'il y a dans Shakespeare. Ils nous transmettent ce qu'il y a dans toutes les grandes histoires de pouvoir. Les monstres de la politique, dans la puissance, encore une fois, manœuvrière, dominatrice, habile et tragique, bien sûr, que cela peut avoir. Mais ça nous est utile en quoi, nous? Nous qui devons, là où nous travaillons, là où nous vivons, nous battre. Ça ne nous apprend rien, ça. En revanche, les vaincus, tous ceux qui se sont battus sans voir le succès de leurs idéaux. Un des refrains dans ce livre, c'est de réhabiliter, en enjambant le XXe siècle, la vitalité originelle des idéaux de l'égalité. Ceux qui ont fait que, dans notre Constitution, on l'oublie, il a fallu 2 guerres mondiales, une catastrophe européenne, pour qu'on inscrive que la République est démocratique et sociale. La République a des adjectifs. Le républicain qui dit la République, point, n'est pas un républicain. Il veut conserver un ordre, il veut l'immobiliser, il veut le figer. La République, c'est le mouvement démocratique et social. Toujours pouvoir conquérir de nouveaux droits, toujours affronter les nouvelles dimensions de la question sociale. Or, cette expression démocratique et sociale, un siècle avant, c'était une minorité, c'était l'extrême gauche du camp républicain en 1848, les démosoques, les Marianeux qui faisaient ces sociétés qui s'appelaient les Mariannes, et qu'il y ait indissociablement question démocratique, question sociale. Ils n'ont pas vu, tous ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas vu la victoire de tout cela. Mais ils nous ont légué ça, qu'on peut reprendre, comme les combats de l'égalité. Prenez la longue durée du combat des femmes, toujours actuelles, toujours construites en minorité politique dans notre société. Car la minorité, ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de comment on construit une minorité. Eh bien, les femmes, j'en cite dans les biographies, on trouve des féministes des tout débuts du 19e siècle, eh bien, qui se sont battues, qui ont été réprouvées, y compris dans un monde ouvrier qui pouvait avoir épousé les préjugés dominants. On l'oublie, mais il y a eu des grèves ouvrières à la fin du 19e siècle contre le travail des femmes. Contre le travail des femmes. Avec des ouvriers qui disaient, mais exactement ce qu'on entend parfois sur l'immigré, sur l'étranger, sur celui qui arrive, sur celui qui vient d'ailleurs. Ils disaient, mais le patron, il veut embaucher les femmes, pourquoi? Ben pour faire baisser les salaires. Il veut embaucher les femmes pour qu'on soit moins payé. Le travail, c'est une affaire d'hommes, et nous, on est bien payés. Et les femmes, elles doivent rester à la maison. Donc, tout ça pour dire que tous ces combats ont une très longue durée, et qu'il faut en permanence actualiser, qu'il faut en permanence revisiter. Donc c'est toute la philosophie un petit peu de ce voyage. Ça n'allait pas être la question que j'allais vous poser maintenant, mais bon, vu qu'on y est, on va la poser. Il y a une importance des mots, et on reviendra après sur le mot de déplacement, mais il y a une importance des mots, des concepts, des idéaux. Donc vous en parliez, égalité, liberté, utopie même, République démocratique et sociale, qui était quand même le mot d'ordre des insurgés de 1848. Qui avait une réelle portée émancipatrice, révolutionnaire. Or, on a l'impression qu'aujourd'hui, ces mots, à force d'être répétés par ceux qui en sont les premiers fossoyeurs, par ces idéologues, dans les médias, etc., on a l'impression que ces mots sonnent creux. Comme le mot gauche, par exemple. Comment, selon vous, est-ce qu'on en est arrivé là? Et comment entamer cette reconquête sémantique pour la mettre au service des opprimés? Mais il faut habiter ces mots. D'abord, ils ne prononcent pas beaucoup le mot égalité, les gens dont vous parlez. Parce que, vous savez, liberté, égalité, fraternité, le mot important, c'est égalité. La liberté, ça peut être la liberté de s'enrichir, donc de créer des inégalités. La fraternité, ça peut être la tentation de choisir ses frères ou ses camarades, donc d'en exclure d'autres.
Et toute cette histoire, je ne l'ai peut-être pas assez souligné après, ce qui est sa force aussi, c'est qu'elle n'est pas sectaire. C'est qu'elle montre toute la diversité des débats, du pluralisme, justement. Elle n'est pas dans l'idée des gauches irréconciliables. Elle est dans l'idée de la vitalité du débat à gauche, de son foisonnement, de ses discussions, de comment on se nourrit du débat, justement. On n'est pas autoritaire, on n'est pas vertical. Et donc, le mot égalité est un mot essentiel. C'est celui qui fait qu'entre liberté et fraternité, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Il y a toujours cette idée qui est, je l'ai toujours rappelé dans tous nos débats d'aujourd'hui, et y compris, c'est le cœur, et ceux qui ne veulent pas entendre ça ne se sont arrêtés qu'au titre, mais c'est le cœur de la pédagogie du livre pour les musulmans, de son titre volontairement provocateur, parce qu'à un moment, il faut dire de quel côté on est. Et ce livre-là, c'était pour dire cette question de l'égalité. Je rappelle toujours cela. Quel est notre adversaire historique? Qui a le visage de Trump, qui a le visage d'Erdogan, qui a le visage de Marine Le Pen, qui a toutes sortes de visages selon les sociétés. Notre adversaire historique, c'est ceux qui disent « nous ne naissons pas égaux en droit ». C'est ceux qui disent « voilà, il y a une inégalité naturelle. Il y a des civilisations supérieures à d'autres, des nations supérieures à d'autres, des cultures supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des sexes supérieurs à d'autres, et ainsi de suite. » C'est un adversaire intellectuel. Il peut même avoir des auteurs talentueux. L'extrême droite française en a eu, entre Joseph de Maistre, entre Charles Maurras. Ce sera toujours notre adversaire. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que cet adversaire prend force politique? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il prend l'agenda? Alors que, qu'est-ce qui fonde le fait de dire « nous sommes dans un débat républicain », c'est que nous sommes théoriquement du côté de l'égalité des droits. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, sans distinction d'apparence, sans distinction de croyance. Nous avons le droit d'avoir des droits. Nous avons le droit de les exprimer, de les revendiquer, de les défendre, de les inventer, car il y a de nouvelles situations pour inventer des droits. Ce mouvement permanent de l'égalité. Et c'est cela qui affronte non seulement ces inégalitaires idéologiques, historiques, ceux des hiérarchies humaines, des hiérarchies d'humanité, ceux qui instaurent une violence au cœur de l'humanité. Car à partir du moment où on met un coin de ce point de vue des hiérarchies liées à l'origine, en essentialisant l'autre, en lui disant « parce que tu es ceci, tu es différent ». Tu n'as pas la même égalité avec moi, ou moi je te suis supérieur et je vais te dire ce qui est bon pour toi. À partir du moment où on crée ça, on rentre dans un poison profondément destructeur. Et donc, il faut réhabiter ces mots. Il ne faut pas, contrairement à... Moi, je pense depuis longtemps, j'ai un de mes premiers livres qui était sur l'école, s'appelle « La République inachevée ». C'est une époque où la gauche critique n'occupait pas tellement le mot « république ». Et moi, je dis, il faut les réhabiter, mais il faut les réhabiter en leur radicalité initiale. C'est pour ça que je dis, quand on me dit la République de manière autoritaire, de manière verticale, en faisant l'état d'urgence, en faisant la déchéance de nationalité, en faisant le 49-3, en brutalisant le monde du travail, on ne fait pas la République. Pourquoi? Parce que la République, elle a deux adjectifs, démocratique et social. Et que dans la République, il y a toujours eu des républicains conservateurs du côté du monde immobile, du monde figé, qui ne sont pas du côté de ce mouvement de l'émancipation, qui est très important, c'est-à-dire cette idée qu'on peut... Je vais devancer, je ne vais m'arrêter là parce que je sais que vous avez une question, qu'on peut faire mouvement, et je vais vous laisser. Merci, c'est gentil. Donc il y a tous ces mots donc, qui jalonnent votre livre, et donc le mot central, fondamental qu'il faut retenir, c'est le mot de déplacement. Et en lisant donc, cet éloge que vous faites du déplacement, j'ai pensé à deux phrases très simples mais très fortes. La première de Jeanne Potier dans l'International qui dit « Nous ne sommes rien, soyons tout ». Et la deuxième, sublime, de Frantz Fanon dans Peau noire, masque blanc, lorsqu'il dit « Il ne faut pas tenter de fixer l'homme, car son destin est d'être lâché ». J'imagine que c'est ça, Edouard Plenel, cette vertu, cette puissance du déplacement à laquelle vous faites éloge, qui est au cœur du Métron. Et quels sont les personnages dans le livre, là, dans les biographies que vous mettez en exergue,
qui, selon vous, symbolise le mieux, alors elles symbolisent tous bien évidemment, mais qui symbolise le mieux ce déplacement? Les combats de l'émancipation, les combats contre des injustices, contre des inégalités, contre des violences, contre des servitudes, sont tous des combats qui font qu'on échappe à soi-même. Au fond, ce sont des combats contre le refus d'être assigné à résidence, assigné à sa condition, assigné à son origine. Quand on commence à dire « j'ai des droits, comme tout le monde », ça veut dire qu'on fait ce mouvement-là. Et c'est au cœur de ce qui a mis en branle nos sociétés à partir de la fin du XVIIIe siècle. Avant, c'était des sociétés traditionnelles, donc des sociétés d'immobilité, de communautés rurales, essentiellement, où on naissait dans un lignage, dans une hiérarchie, le servage, la servitude, on ne bougeait pas. Donc, cet idéal de l'égalité des droits est un idéal qui nous permet de faire mouvement. Alors, dans ce livre, je l'illustre dès le départ. À partir de ce personnage dont on parlera tout à l'heure, je parle de ce moment dont il faut se rappeler en période présidentielle, qui est le coup d'État du 2 décembre 1851, qui est le coup d'État du neveu de Bonaparte, qui va devenir Napoléon III, qui est le premier président de la République élu au suffrage. Pas universel, les femmes ne votaient pas, et même une bonne partie du monde prolétaire ne votait pas. C'est pour ça que les républicains, jusqu'à la crise de la guerre d'Algérie et de la perdition de la 4e République qui va donner naissance à la 5e République, les républicains ne voulaient plus jamais de l'élection au suffrage universel du président de la République. Ils s'en méfiaient. Parce que cet homme se trouve investi d'un pouvoir puissant au point de pouvoir justement tuer une République. Et donc, cette mise en garde sur le pouvoir personnel, sur le fait de confier la volonté de tous, non pas à une assemblée délibérative, non pas à une assemblée qui fait des majorités d'idées, qui discute, qui travaille, et qui fait... Non, l'inverse. On confisque la volonté de tous par le pouvoir, et quel pouvoir d'un seul. Et donc, je pars de cet événement, et je convoque un souvenir. À Clamecy, dans la Nièvre, il y a un festival chaque année qui est le festival des résistants. Alors on se dit, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est les résistants. Non, non. Les résistants à Clamecy, ce sont les gens qui, le temps que la nouvelle du coup d'État du 2 décembre arrive, et c'était fini le lendemain, le 3 décembre, se sont révoltés. Révoltés pour la République démocratique et sociale. La répression était terrible. Ils ont été déportés à l'époque. Donc, il y a eu des déportations donc, en Guyane, en Algérie. Certains ont été guillotinés, d'autres emprisonnés. Et donc, ces résistants sont la mémoire à Clamecy. Alors, en même temps, on se dit, mais pourquoi la Nièvre a cette mémoire-là? Pourquoi, du coup, c'était la terre d'élection de François Mitterrand, de manière très continue, de Pierre Bérégovoy, par exemple, aujourd'hui, de Christian Paul, qui était un des députés fondeurs. Pourquoi dans cet endroit de la Nièvre, au cœur de la France, qui n'est pas un endroit industriel important, pourquoi il y a cette lionne de la Nièvre? Et ces forêts étaient celles qui faisaient chauffer Paris. Chauffer les maisons, chauffer les fours pour faire le pain. Et donc, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, Paris, pour vivre aujourd'hui, pour avoir de l'énergie, pour encore une fois, que les maisons soient chauffées, qu'il y ait du pain à manger, etc., il fallait du bois. Et donc, cela faisait travailler toutes sortes de bûcherons, qui étaient des travailleurs organisés en bûcherons, et des familles entières qui, non seulement, après que les arbres soient abattus, organisaient ce qu'on appelle les flotteurs de bois, c'est-à-dire d'immenses radeaux qui descendaient le long des affluents de la Seine pour arriver à Paris. Très dangereux, constitués de plein de troncs, et avec travail des femmes, travail des enfants dans l'eau, etc. Et puis tout ça descendait. Alors qu'est-ce qui se passait? Le déplacement, justement. Ils descendaient à Paris. Ils entendaient le bouillonnement de ce qui se passait, les débats. Voilà, il n'y avait pas tous les moyens de communication modernes. Et ils remontaient après, à pied. Et c'est comme ça que les idéaux républicains, la Révolution française, ces débats, tout ça, ils remontaient
très vite là-bas. Et que cet endroit est devenu une terre bouillonnante de l'histoire d'exigence républicaine durablement. Et à tel point que du coup, ça se déclinait à l'infini. Il se trouve que Jean Maitron est de la Nièvre, que son père, militant aussi ouvrier, enseignant, était de la Nièvre, que son grand-père était de la Nièvre. Mais il se trouve que Romain Rolland, l'homme au-dessus de la mêlée, l'homme qui refuse la catastrophe de la Première Guerre mondiale et qui sera une figure après de tous ceux qui voudront éviter le pire dans l'entre-deux-guerres, un homme oublié, hein, un grand roman, Jean-Christophe, mais qui a été une figure intellectuelle, le fondateur de la revue Europe, l'homme de l'appel en 1919, déclaration de l'intelligence, de l'indépendance de l'esprit. Signé par qui? Mais par Albert Einstein, par Stefan Zweig, par un intellectuel indien, par le monde entier. C'était des gens qui refusaient que l'intelligence avait été prise en main par la guerre de propagande, par l'idée, on revient à ce que je disais tout à l'heure, que les intellectuels français pensaient, des grands intellectuels français ont dit, les Allemands sont barbares, c'est une civilisation barbare. Et inversement, des intellectuels allemands ont fait pareil. Et du coup, nous savons ce qui en est, cet oubli de l'autre, cette façon d'essentialiser l'autre, de le voir, d'oublier qu'il y a des peuples, qu'il y a une diversité. Hein, et vous entendez bien l'écho avec d'autres discours. Et donc, ce que je dis, ça, c'est, voilà, de Sceaux à Gambade, comme disait Montaigne, à partir de cela, et alors que dans ces personnages, du coup, vous savez, le Maitron, vous lisez une notice, puis vous avez en gras le renvoi à d'autres personnages qu'on croise. Alors, en plus, avec le numérique, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire que si vous le lisez en ligne, vous trouvez le lien, et puis vous allez, et puis vous faites des découvertes. J'ai découvert comme ça, mais Louis Goaziou. Moi, je suis breton d'outre-mer. Mon père parlait breton. J'ai grandi en Martinique et en Algérie. Bon, jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, Louis Goaziou, breton bretonnant, jusqu'à l'âge de 10 ans, un prolétaire. Et il est dans les luttes ouvrières. Et puis, il se fait réprimer. Les républicains. Donc, où partait-on par rapport à cet anti-américanisme primaire dont la gauche doit se défaire? Il y a quand même Bernie Sanders et il y a quand même des millions de femmes qui étaient dans la rue. Le peuple américain, ce n'est pas Trump. Et par ailleurs, c'est une histoire récente, cet anti-américanisme, très lié à l'époque de la guerre froide. Eh bien, quelle était la terre d'exil de tous ces combattants dans les années du 19e siècle? Quand ils n'étaient pas déportés, donc pris en Guyane, en Algérie, en Nouvelle-Calédonie, après dans les colonies, quand ils n'étaient pas emprisonnés, quand ils n'étaient pas tués, ou quand ils n'étaient pas riches, qui leur permettaient de vivre un peu en Belgique ou à Grande-Bretagne, ils allaient où? Ben, ils allaient aux États-Unis. Eh bien, Louis Goaziou, vous trouvez sa vie exceptionnelle. Ce type est une figure du mouvement ouvrier américain, mais du mouvement ouvrier en étant resté francophone, en étant resté breton, etc. Mais Louis Pottier, dont vous parlez, j'ai appris, moi j'avais oublié. Pottier, il est condamné à mort après la Commune de Paris. Il se cache. 1873, il faut qu'il s'échappe. Où y va-t-il? Aux États-Unis. Il passe 7 ans aux États-Unis. Tout un immense réseau de solidarité existait là-bas. Alors, il y a plein d'autres personnages qui sont en permanence dans cette idée du déplacement. Et je suis très content que vous ayez cité cette phrase de Frantz Fanon, l'auteur des Damnés de la Terre, qui illustre lui-même cette histoire-là. Ce qui est au cœur quand même du déplacement, donc on est resté je dirais la noblesse de ce déplacement, c'est vraiment l'internationalisme. Vous parlez, il y a des nombreuses biographies d'anticolonialistes, de gens qui sont venus combattre pour la résistance en France, etc. etc. C'est aussi dans le cœur de votre livre, cet internationalisme dont on manque encore aujourd'hui entre les peuples, quoi. Bien sûr, mais nous sommes dans un moment compliqué, bien sûr, de ce point de vue. On sent bien que la tentation d'États identitaires, autoritaires, fermés, au service des intérêts dominants. Hein. Au fond, on vend une diversion au peuple, qui est la quête des boucs émissaires, l'étranger, l'immigré, le musulman, le chicano, l'hispanique. Vous voyez bien les mesures toutes récentes prises par Donald Trump. Et vous voyez bien les débats identitaires qui ont souvent fait diversion par rapport à cet agenda démocratique et social.